Bonjour, ici Marie-Andrée Dupéré et bienvenue à cette émission L'Info dans laquelle j'accueille Madame Sonia Larocque du CGE Nicolet-Bécancour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Il fait chaud, je me Fait sens chaud. accablée. Oui, au moment du tournage, il fait un peu plus de 30 degrés dehors. Tout à fait. Peut-être pas au moment où nos auditeurs nous regarderont. On va avoir une belle discussion aujourd'hui sur votre, quelque chose que vous connaissez, votre rôle, votre titre au CGE Bécancour. Commençons tout d'abord par ça. Quel est votre titre officiel? Conseillère d'orientation. OK. Donc, conseillère d'orientation, je pense que vous êtes membre d'un ordre professionnel Oui, pour ce membre faire? de l'Ordre des conseillères d'orientation du Québec. OK. Ça, question de débutante là, pour moi. En fait, il faut obligatoirement être membre de l'ordre pour effectuer ce travail? Normalement, oui. OK. Mais... Dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui le font, mais ils ne devraient pas le faire. OK. D'accord. Disons ça comme ça. Alors, allons dans le vif du sujet. Premièrement, dans le vif du sujet, pour moi, aujourd'hui, c'est vous. On va commencer par vous parce que je vais apprendre à vous connaître. Dans le fond, vous venez d'où? Quelles sont vos études, votre parcours? Moi, j'ai un parcours atypique, c'est-à-dire que j'ai fait 7 carrières avant de me rendre ici. Wow! Donc, j'ai essayé plusieurs choses, étant donné que j'ai un déficit d'attention. Je m'étonne vite dans certaines choses. Alors, j'ai essayé plusieurs choses. Je me cherchais beaucoup. Étant donné que je me cherchais beaucoup, j'ai déjà consulté plusieurs conseillers d'orientation. Puis je me suis dit, je me suis tellement cherchée, pourquoi pas aider les gens à se trouver? Donc, j'ai décidé à 26 ans de me réorienter en orientation. Donc, j'ai dû faire une espèce des cours préparatoires qu'on appelle, qui me manquaient au collégial pour pouvoir rentrer dans mon baccalauréat de 3 ans. À l'époque, ça s'appelait le baccalauréat en information scolaire et professionnelle. Ça l'a changé pour le baccalauréat en orientation, puis il y a 3 universités seulement qui l'offrent. Est-ce que je donne trop d'informations? Non, c'est parfait. Allons-y, on aime ça. Moi, j'en apprends. Là. OK. Donc, il y a 3 universités qui l'offrent. Il y a l'Université de l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal, il y a l'Université de Sherbrooke, puis il y a l'Université Laval. OK. C'est important de magasiner parce que chacun a le même genre de nom, mais ils n'ont pas nécessairement la même approche par rapport à la carrière, par rapport à ce qu'on apprend. Certaines universités vont plus une tendance d'être vers la science de la carriérologie. OK. D'autres vont être plus sur la pratique. D'autres vont être plus un mélange des deux. Donc, c'était vraiment prendre le temps d'aller regarder chacune des universités pour voir si le cours vous convient. C'est certain que moi, j'avais chargé l'Université de Sherbrooke, étant donné que je suis plus une praticienne dans l'âme. Je veux travailler terrain, je veux être avec les gens. Donc, l'Université de Sherbrooke, dès la première session, offrait des stages. Et ça, tout le long du baccalauréat, on avait beaucoup de stages. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, mettre en pratique la théorie. C'est ma façon d'apprendre. Souvent, c'est comme ça. Moi, c'est vraiment de faire la théorie puis je la mets en pratique. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Pour faire partie de l'ordre, après le baccalauréat, on peut être conseiller en emploi, on peut être conseiller en information scolaire et professionnelle. Je sais, je parle trop vite, c'est correct? Non, c'est parfait, c'est parfait. On peut être conseiller en formation scolaire, on peut travailler comme aide pédagogique individuelle dans les cégeps. On peut travailler aussi, parfois, tout dépendant quel cours que vous avez eu dans le cadre de votre baccalauréat. Vous pouvez travailler des fois un petit peu en acquisition des talents dans les ressources humaines. On peut travailler avec l'acquisition d'un certificat en ressources humaines. Après le baccalauréat que j'ai fait, on peut travailler en ressources humaines. Puis on peut faire partie de l'ordre des ressources humaines après. Beaucoup de choix. Donc, il y a plusieurs options après avoir fait le baccalauréat. Donc, on peut faire ce type de carrière-là. On peut aussi travailler en intervention, parce qu'on a des cours en psychologie, en psychopathologie, en sociologie, en économie. On a des cours de théorie sur plein de choses. Donc, c'est vraiment quand même quelqu'un qui aime avoir un touche-à-tout, là, dans le fond, qui aime toucher à plusieurs choses. Le baccalauréat me permettait de toucher à toutes sortes de choses. L'économie, la politique, la sociologie, la psychologie, les aspects plus terrain par rapport à l'intervention, la psychopathologie. Donc, vraiment très intéressant. Étant donné, comme je vous ai mentionné ultérieurement, j'ai un déficit d'attention, donc il faut que ça soit stimulant et captivant pour moi, et ça le fut. Donc, après le baccalauréat, vous pouvez toujours rajouter un 2e cycle dans ce que vous voulez, puis si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours acheter une propédeutique, compléter avec les cours qui vous demandent, puis faire d'autres maîtrises. Dans cette période-là, j'ai décidé de bifurquer et d'aller faire une maîtrise en management public. OK. Donc, j'ai fait une propédeutique pendant l'été en allant chercher les cours manquants en administration. Étant donné que j'avais des cours d'économie, des cours d'administration, des super statistiques inférentielles, j'ai des formules à pu finir pour comprendre les tests psychométriques, j'ai pas eu à faire plusieurs cours pour me rendre vers
ce parcours scolaire-là. J'ai eu une session seulement. OK. Donc, on m'a crédité beaucoup de choses, là. Mais je me suis rendu compte que c'était pas mon univers. Donc, puis après ça, j'ai décidé de retourner vers la maîtrise en orientation. Pour faire partie de l'ordre, c'est obligatoire, la maîtrise en orientation, pour porter le titre, avec les actes réservés, avec la loi 21, puis tout récemment, la loi 67 qui est sortie, qui donne maintenant le droit de faire des diagnostics. OK. Donc, avant ça, on ne pouvait pas. On pouvait faire des évaluations sur la santé mentale et la neuropsychologie des gens. On pouvait faire de la réadaptation, on pouvait faire de l'orientation typique au niveau de l'information scolaire et professionnelle. On pouvait faire beaucoup de choses, sauf qu'on ne pouvait pas émettre on faisait des pronostics et non des diagnostics. Puis maintenant, depuis la loi 67, on peut maintenant faire des diagnostics au niveau de la neuropsychologie ou au niveau de la santé mentale. En orientation professionnelle. Oui, en orientation. Étant donné que dans la cour de la maîtrise, on a le cours de psychopathologie, c'est-à-dire une espèce de bible, ça d'épée, ça s'appelle le DSM-5, qui parle de tous les troubles de santé avec caractéristiques. On l'a appris à la maîtrise. On a aussi un volet sur les tests psychométriques qui permet de diagnostiquer, autant pour les enfants que les adultes, les déficiences intellectuelles, etc. Fait que c'est quand même assez rempli comme type de programme. Puis, par exemple, c'est ciblé. C'est vraiment sur le marché de l'emploi, dans l'éducation. Et là, maintenant, il y a une porte qui s'est ouverte, qu'on voit de plus en plus. J'ai fait mon colloque là, le 4, 5, 6 juin dernier, puis disait qu'on était rendu plus de 2000 membres maintenant. Ah ouais. Quand j'ai commencé, moi, on était autour de 600. Fait qu'il y a eu une croissance à ce niveau-là. Puis ça se divise moi, je pourrais dire des factions, là. Il y a peut-être 40 à 50 elle disait là, que c'était tout le volet scolaire, éducationnel. Donc ça inclut la formation générale aux adultes, les cégeps, les universités. Les écoles privées, ça rentre tout là-dedans. Il y a une section qui est beaucoup dans l'employabilité maintenant. Les carrefours jeunesse-emploi. Il y a aussi les organismes qui peuvent soutenir les gens en réadaptation. Ça fait partie aussi d'un endroit qu'on peut travailler. Au gouvernement, là, dans la réadaptation, on peut travailler à la CNSST comme conseiller en réadaptation sans problème. Donc, il y a ce volet-là. La santé mentale fait partie aussi d'un autre volet qu'on peut déployer et mettre officiellement des rapports diagnostiquant les troubles de santé mentale ou la neuropsychologie comme le trouble du spectre de l'autisme, le trouble de personnalité limite. Tout ça, on peut éventuellement en faire. Puis, on avait maintenant de plus en plus qui est en croissance le conseiller d'orientation organisationnelle. OK. C'est-à-dire qu'on travaille auprès des organisations pour l'évaluation du personnel, l'acquisition des talents, évaluer aussi le potentiel des futurs employés. Dans le fond, faire souvent des tests de présélection. Est-ce que tu peux travailler là ou non? Aussi pour la gestion interne au niveau de mettre la personne à la bonne place en fonction des talents. Ouais. On peut les soutenir aussi à travers toute la qualité au travail, les programmes d'aide aux employés. On peut faire une partie de ressources humaines aussi. Donc, c'est quand même assez vaste. Puis ça prend de l'essor de plus en plus. Plusieurs de mes collègues se lancent là-dedans. On a eu une phase aussi dans l'ordre qui parlait il y avait du coaching, du counseling, puis de la psychothérapie. OK. C'est des choses qu'on peut faire, mais la psychothérapie, c'est un acte réservé seulement dédié aux psychologues. OK. Là, quand on parle de psychothérapie, on parle de traitement. Donc, on traite les gens. Nous, avec ce que j'ai fait, si je rajoute un certain nombre d'heures puis certains cours, je peux devenir psychothérapeute. OK. Donc, je peux facilement faire de la psychothérapie puis faire du traitement. Mais pour ça, il faut que je sois membre des psychologues en plus. Ça. Donc, on devient on a du double membership pour la psychologie, pour le psychothérapeute et pour le conseiller d'orientation. Si on peut rajouter aussi une formation après la maîtrise pour devenir médiateur familial. OK. Ça fait partie des voies qui sont ouvertes à nous. Puis où on peut se spécialiser vraiment juste dans le diagnostic, l'évaluation de la santé mentale des gens. Donc, on peut travailler dans les centres hospitaliers, des trucs comme ça, dans les cliniques privées, des cabinets privés aussi. On en a beaucoup qui ont des cabinets privés. C'est certain que c'est moins populaire qu'un psychologue parce qu'on a souvent accès à notre service comme conseiller d'orientation de façon gratuite dans les organismes. Ouais. Ou bien à l'école, ou dans un cégep, ou dans une université en tant que telle. Fait que c'est plus difficile de démarrer le cabinet privé, mais il y en a qui ont leur pratique, puis ça va bon train, là, ils font ça à temps plein. OK.
OK. Mais c'est certain qu'il faut l'agrémenter puis l'assaisonner, exemple de psychothérapie ou Oui. d'autres choses. Donc, faut aller chercher un atout supplémentaire pour pouvoir avoir vraiment un bon revenu éventuellement. Effectivement. Là, j'ai déplatéré rapidement pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai une, justement. Comment on met ça à profit au CJE Nicolas Bécancour, mettons, dans votre rôle au quotidien, là? C'est certain que la teneur de mon travail va être vraiment influencée par la mission de l'organisme, Ouais. par l'achalandage, puis par aussi la direction ou des conseils d'administration. Ouais. Parce que j'en ai fait plusieurs, Carrefour Jeunesse Emploi. OK. Puis c'est pas la même chose dans chacun des Carrefours de Jeunesse Emploi. OK. Mais le fil rouge que je peux mentionner qui est présent quand on est conseiller d'orientation, tout le volet recommandations professionnelles, évaluation d'autonomie socio-professionnelle avec les tests psychométriques, parce que pour faire des tests psychométriques, il faut être accrédité. OK. Nous, on a été accrédité au baccalauréat et dans certains tests à la maîtrise, ce qui fait qu'on peut interpréter, émettre un rapport officiel et reconnu par la loi. OK. Selon notre code de déontologie, qui atteste que ça, d'après les résultats, voici le pronostic de l'évaluation d'autonomie socio-professionnelle ou voici les recommandations qui seraient ajustées à cet individu-là. OK. Parce que dans le fond, on est les spécialistes de l'individu, du travail et de la formation. Il y a ça comme un triangle, là. Individu, travail et formation. Donc, cette dynamique-là, nous, on fait toujours cette relation-là. On a des actes réservés aussi uniques à notre ordre aussi qui nous permet de vraiment faire l'évaluation psychologique, évaluer les ressources de la personne, évaluer le milieu, évaluer l'environnement pour soutenir dans le choix de carrière de l'individu le plus ajustément possible. Donc, ça, quand on a ce fil rouge-là, dans les organismes comme les Carrefour Jeunesse Emploi, on est comme les spécialistes de ça. Fait que souvent, les gens, ils viennent dans mon bureau. Souvent, la phrase typique, c'est « je sais pas quoi faire, je veux trouver un métier, je sais pas quoi, où m'orienter ». Puis souvent, c'est la phrase du début. On commence avec ça. Il y a une évaluation de besoin qui doit se faire pour évaluer vraiment quel est réellement son besoin. Fait que c'est ça, souvent c'est ça. Quand il y a de l'information scolaire professionnelle ou qu'il y a une quête de sens professionnel ou les gens ont subi des dépressions, des arrêts de travail, des gens ont subi des accidents de travail, des accidents d'auto. C'est toutes des clientèles qu'on peut rencontrer dans les Carrefours Jeunesse Emploi. Pour ça qu'on fait de la réadaptation, de la réorientation, de la réinsertion sociale et de la réintégration professionnelle. Fait qu'on touche à tout ça. Fait que c'est pour ça que d'une personne à l'autre, c'est important de vraiment d'évaluer c'est quoi réellement son besoin. Et comme je le dis, c'est pas statique. On peut évaluer le besoin, mais ça peut évaluer dans le temps. Éventuellement, il peut penser que c'est ça au début, mais plus qu'on creuse, puis on se rend compte que c'est autre chose qu'on doit travailler avec l'individu. Puis chacun a son approche. Chaque CO a une façon différente d'intervenir. Puis cette approche-là va vraiment influencer le service qu'il va recevoir, naturellement. Quelle méthode vous avez ou quels outils vous avez pour évaluer quelqu'un, pour en fait le faire parler sur ce qu'il aime aussi? Parce que là, quand on part de la phase de « ben je sais pas, qu'est-ce que je veux », faut j'imagine, lui poser la question « mais qu'est-ce que t'aimes » et comment on détermine ça pour pouvoir l'aider à se rendre à une solution? Oui, mais je voulais savoir, j'avais-tu répondu à votre question avant? Oui, OK, vraiment. c'est bon. Merci. Donc, à la base, pour s'assurer qu'on utilise les bons outils, parce que dans le fond, on peut les accompagner, on peut les outiller, puis il faut faire attention avec la marge de ne pas traiter, parce que c'est facile de traiter. On peut facilement tomber dans le piège de traiter, puis on n'a pas le droit. On peut avoir des problèmes avec le ministère de la Justice pour ça, parce que c'est des actes réservés. Il y a des amendes, il y a des poursuites, etc. On a un syndic, là. Il y a un comité d'inspection dans notre ordre. Fait qu'il faut être certain qu'on reste dans notre cadre. Fait que pour s'assurer qu'on identifie les bons outils puis la structure en place du service, c'est le consentement libre éclairé qui permet de le faire. Donc, ce consentement libre éclairé-là, on met sur la table les stratégies qui vont être mises en place, l'approche, le cadre de référence qui va être utilisé entre eux et nous. Et c'est une entente de service qui dit, OK, voici comment on va fonctionner, voici ce qui va avoir lieu. Est-ce que tu es consentant, libre, éclairé? Pour ça, il faut prendre le temps de leur expliquer c'est quoi un CO. Ça va avoir quelle teneur, les impacts au plan légal, parce que dans le fond, il y a la loi 21, la loi 25 là, avec la cybersécurité qui a été mise en place. Fait qu'il faut les dire que ça a des impacts, toutes ces choses-là, pour qu'ils soient vraiment le plus éclairés possible pour déterminer, OK, on part à l'aventure ensemble.
C'est sûr que mon approche à moi est basée sur le fait que c'est lui le capitaine de son navire. Mais comme je mentionnais, d'autres CEO ont d'autres approches. La mienne, c'est celle-là. C'est le capitaine de son navire, c'est le client qui est au centre, qui est au cœur de la décision finale. Moi, je peux l'accompagner, je peux l'outiller pour faire la prise de décision, mais éventuellement, c'est lui qui va décider si ça en va à gauche ou à droite. Comme tout bon navigateur, c'est le rôle que je vais incarner, je vais être une boussole, positif, négatif, sans jugement. OK. Je ne suis pas là pour le juger puis le mettre sur le banc de la juge ou d'être jugement. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour l'accompagner en collaboration avec lui pour amener vers un choix. C'est certain que là encore, vu que c'est lui le capitaine de son navire, ça va vraiment influencer les outils qu'on va utiliser. Il y a certains clients qui sont plus proactiques, tac au tac, donc ils veulent quelque chose de plus rapide et efficace. C'est certain que l'utilisation de tests psychométriques, qui a une variété assez grande. Tu as des tests d'intérêt, des tests de personnalité, des tests cognitifs, tu as des tests d'évaluation aussi psychologique. Il y en a tellement des tests sur le marché que ce qu'il va nommer comme besoin, ce qu'il va dégager, ce qu'il va accepter de faire en fonction de sa personnalité, de comment il conçoit la prise de sa décision, va influencer ce qu'on va mettre sur la table. Parce que d'un service à l'autre, c'est là que moi, je vais chercher ma fascination de l'être humain. C'est toujours un puzzle, un humain. Puis, vu que c'est lui le capitaine, ben à travers ça, il faut que je sois assez large en guise d'analyse pour que même s'il fait cette activité-là, je suis capable de faire ma cueillette d'informations et analyser son besoin tout en avançant dans ma course à relais. Moi, j'y vais par étapes. Ben c'est ça, il faut vraiment être assez ouvert d'esprit pour être toujours capable de s'ajuster aux fonctions de ce que le client est rendu. Donc, il faut avoir une certaine assiduité. Fait que, d'emblée, si je fais un sommaire de ce que je peux utiliser, souvent, c'est des activités maison, des activités soit sur les intérêts, les valeurs, des activités sur les rêves, les aspirations, les croyances. Parce qu'en soi, l'individu est complexe, puis il y a plusieurs facteurs à regarder. Les croyances, ça, c'est souvent ce qu'on pense, OK? Ouais. Souvent, on a des présuppositions de perception qui influencent nos choix. Ah, je savais pas ça, que tel métier, c'était ça. Ah ben, tu sais, fait que là, je suis là pour démystifier, mettre au fait, selon les expériences et les informations concrètes que j'ai là pour qu'il fasse un choix plus éclairé. Donc, si je vois que ça, les croyances fait un obstacle, on peut faire des activités là-dessus. Si on voit qu'il ne se connaît pas beaucoup, on fait de la connaissance de soi, on va creuser en dedans. Il y a beaucoup d'activités qui sont informatives aussi. Une personne qui vit beaucoup de conflits au travail peut être dans mon bureau. Puis là, on va essayer de déceler le puzzle, résoudre pourquoi, en décortiquant, qu'il y a des difficultés à garder son emploi. Est-ce que c'est parce qu'il rentre dans des conflits avec les gens? Est-ce que c'est parce qu'il manque de l'information? Souvent, c'est ça. Est-ce qu'il manque une scolarité qui pourrait faire en sorte qu'il est plus attrayant? Fait que c'est toutes des questions qu'on va se poser. Fait que ça, si on a un problème comme ça, bien là, il va y avoir un volet informatif, éducatif. Pour ça qu'on est quand la maîtrise, ça marque qu'on est dans la science de l'éducation. Bien, je vais lui transmettre de l'information par rapport à tu connais-tu c'est quoi le triangle de Karpman? Avec le sauveur, le persécuteur et la victime. Tu sens-tu que tu expérimentes ça? Fait que là, on va décortiquer ça, on va en parler, on va en jaser. Puis là, on va dire, ah oui, peut-être que c'est ça. Il dit non, c'est pas ça. Bien là, on fait comme des investigateurs, on va essayer de voir quel est l'autre indice ou indicateur de la raison pourquoi il a de la misère à se maintenir en emploi. Donc, c'est tout ça qu'on fait. Bref, je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien. En fait beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup d'activités. Il faut vraiment avoir un bassin important d'activités dans notre répertoire pour être ajouté le plus possible aux besoins du client. Merci, c'est vraiment très clair. Et ça prend combien je ne sais pas si je peux appeler ça des séances, là, mais en général, avec une personne, on prévoit combien de rencontres? Mais là encore, c'est mitigé parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le capitaine, c'est le client. Si le client est dans une quête de soi profonde, bien, on va travailler peut-être plus longtemps dans la connaissance de soi. Plus longtemps pour identifier les grands piliers de son identité professionnelle, de son identité personnelle. Même si on est sur le marché du travail, on travaille le professionnalisme, parfois le personnel peut interférer. Donc, parfois, en regardant ce qui se passe en dedans de lui, dans sa motivation intrinsèque ou extrinsèque, qu'est-ce qui fait nuisance ou qui est facilitant, peut aider à faire avancer le client. Donc, pour certains, j'ai suivi pendant 4 ans. Puis il y en a d'autres que j'ai vu 2 fois, c'est fini. OK. Ça va. Mais en moyenne,
c'est à peu près 4 à 8 rencontres. OK. À peu près de 45 à 60 minutes. Est-ce que déjà aux études, la clientèle jeunesse en était une qui vous interpellait? Parce que là, CJE, on parle entre 16 et 35 ans. Oui, c'est C'est-tu comme encore 12 et 12, 35, OK. parce que là, on a le OK. volet persévérance scolaire qui OK. est rendu maintenant dans notre menu de service, notre ordre du jour. Bien, pas vraiment, parce que dans le fond, à l'origine, j'avais fait ma maîtrise. J'étais peut-être trop avant-gardiste, là. On parle des années 2010, là. Je voulais parler du présentéisme. OK. Le présentéisme, est-ce que vous savez c'est quoi? Ben non. Je dis OK comme si je le savais, mais je vais le savoir dans quelques minutes. C'est maintenant, aujourd'hui, en 2025, c'est une maladie professionnelle qui prend de plus en plus d'ampleur, qui finit par coûter très cher aux ressources OK. humaines. Mais en 2010, c'était pas full populaire, qu'on pourrait dire de façon très jeune. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits pour faire mon essai à la fin. OK. Le présentéisme, c'est comme, dans le fond, l'absentéisme, c'est que les gens viennent pas au travail. OK. On s'entend là-dessus. OK? Lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, les gens viennent au travail, mais dans leur tête, ils sont pas là. OK. Ils sont présents de corps et non d'esprit. Ce qui fait qu'ils sont comme on appelle ça de l'aliénation professionnelle. Ils vont travailler parce qu'ils ont besoin d'argent, mais ils sont pas là de cœur ni d'esprit. OK. Souvent, on parle ça du burn-in. Ça, dans le fond, ils viennent au travail, mais ils sont pas efficaces, ni ils n'ont pas un bon taux de rendement, ils sont pas rentables, dans le fond, pour l'entreprise en tant que telle. Ils sont juste là, puis ils font acte de présence, mais ils font pas grand-chose dans leur journée, là. C'est super intéressant. Puis le présentéisme, le bug avec ça, c'est que c'est subtil. Tu sais, si la méthode d'évaluation de ponctualité ou d'assiduité au travail des ressources humaines, c'est quand il punch in puis qu'il punch out, qu'il rentre avec son timing, puis il n'y a personne qui voit ce qu'il fait dans la journée, Ouais. bien, il peut rester assis puis pas faire grand-chose, là. OK. Ça peut aller Tu sais, jusque-là. ça peut aller jusque-là, puis écouter du YouTube, faire d'autres choses, puis quand l'autre arrive, il fait semblant de travailler OK. parce qu'il n'aime pas ça. Ça, c'est vraiment un présentéisme grave, là. Ouais. C'est que tu devrais peut-être aller en arrêt de travail puis aller t'orienter, là. Ou aller voir pourquoi tu fais ça, là. C'est ça. Puis il y a du présentéisme, des fois, qui est temporel. C'est-à-dire que la personne a vu un deuil. OK. C'est certain que quand on vit un deuil, on est envahi par la peine, par le chagrin. C'est plus dur d'être efficace au travail. Ça, éventuellement, ça peut aider, ça va faire son temps, puis ça a été ponctuel dans le temps, ça a été temporel. Mais le présentéisme qui fait le plus de mal, c'est, exemple, normalement, une personne dans son rendement standard, puis ça, c'est vraiment selon la perception de chacun, OK. puis ta perception avec toi-même. C'est certain que si tu perçois que tu es capable, mettons, si on y va avec les dossiers, en nombre de quantité de dossiers. Normalement, quand tu es on appelle ça sur ton X, puis que on appelle ça dans le flow professionnel, que ça va bien, là, puis que tu aimes ton travail, tu en fais 15 de dossiers par jour. Puis là, quand tu es dans le présentéisme, ça commence à réduire, puis éventuellement, tu en fais 1 ou 2. OK. Fait que tu vois, au niveau de la rentabilité, au niveau de l'efficacité au travail, ça finit par coûter cher à l'entreprise. C'est pour ça que de plus en plus, les ressources humaines ont commencé à faire des recherches là-dessus. C'est pour ça que les programmes d'aide aux entreprises ont pris un plus grand essor pour aider les gens qui vivent ça. Parce que le présentéisme en tant que tel, ça peut être une multitude de causes. Ça peut être un deuil, ça peut être un désintéressement complètement à son travail, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être... ça me tente plus de faire ce travail-là, mais j'ai pas le choix. J'ai tellement d'obligations professionnelles, j'ai tellement de factures à payer chez nous, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un auto. Je peux pas me permettre de perdre cet emploi-là. Puis, est-ce que je vais être capable de m'en retrouver un autre? Fait que là, tu as l'anxiété, l'angoisse qui vient inverser les bruits biopsychologiques intérieurs, puis qui fait en sorte que la personne, elle va quand même au travail parce qu'elle a besoin d'argent, mais puis là, est vraiment efficacement. Fait que souvent, c'est le présentéisme là, fait partie des maladies professionnelles comme le burn-out, le burn-in, la dépression. Des fois, ça peut être quelqu'un qui est un intervenant qui est en usure de compassion. Là. Dans le fond, il n'y a plus d'empathie, comme on dit. Il n'est plus capable d'aider l'autre. Puis ça l'écœure d'être là, mais il va pareil. Ça peut être plein de raisons comme ça qui fait en sorte qu'il va pareil, mais finalement, que tu sois là ou pas là, ça ne change pas grand-chose finalement. Ouais, hein, à ce point-là. T'es là, tout le monde est là, mais quelqu'un d'autre pourrait le prendre pareil puis être plus efficace ton poste, là.
Est-ce qu'il y a une appellation pour les gens, par exemple, parce que moi, j'en connais beaucoup qui sont à leur travail, qui n'aiment pas ça, qui sont fonctionnels quand même, par contre, Oui. mais qui devraient peut-être penser à se réorienter, mais c'est ça, c'est toujours une question d'argent, souvent. Oui, c'est ça. Ça doit être difficile. Ça, c'est tous ces facteurs-là qu'on regarde ensemble. OK. Tu sais, pour que le projet soit le plus faisable, viable et réalisable. C'est-à-dire OK. qu'il ne soit pas à la gorge, qu'il soit ici toujours temporel, présent à changer. Parce qu'on s'entend, un processus de changement, c'est long, c'est onéreux et c'est difficile au plan affectif, cognitif, dans toute sa pluridimensionnalité peut être affecté à travers ça. Donc, c'est un choix qui doit lui apporter le plus de sécurité possible. Donc oui, on prend vraiment le temps de s'assurer. Puis ça peut arriver des fois qu'il vient me voir, finalement, il dit « Je suis pas prêt maintenant. Tu sais, je suis pas prêt à faire le saut. » Mais je le garde en tête. Puis quand je vais avoir une opportunité dans la vie, peut-être que je vais y aller. C'est ça. Fait que ça peut arriver aussi que ça se conclue comme ça, mais au moins, il aura eu le temps d'aller éplucher les solutions. Puis peut-être qu'il va se sentir beaucoup moins piégé Effectivement. dans son travail. Parce que c'est ça qu'on appelle l'aliénation au travail. C'est que les gens, par tout leur état d'âme intérieur, sont plus aussi efficaces, fonctionnels et sains et heureux au travail. Donc, ils deviennent un peu blasés, là, un peu. Je pourrais donner une image typique là, d'un professionnel qui est froid, rigide, qui n'est pas nécessairement plaisant ou agréable à être avec. Là. Ouais. Puis quand il fait son travail, c'est bien, je l'ai fait, là, pourquoi tu n'es pas content? Tu sais, l'attitude peut être influencée aussi ou dans les collègues autour. Là. Ça peut avoir vraiment un effet d'onde de choc. Donc, si on veut vous contacter, vous consulter, on peut le faire de quelle façon? Ah, ça va être au Carrefour, le CGE, maintenant, on a changé de nom. Le CGE Nicolas Bécancour, 819-293-2592, poste 1236. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue. J'avais Sonia Larocque avec moi en studio. Merci. Merci. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.